des gens qui viennent travailler sur le site et ils arrivent, ils pensaient que l'hôtellerie et tout ça s'était pris en charge, il n'y a rien. Donc ils arrivent, ils sont obligés de se payer l'hôtel, la bouffe en plus de payer les recherches. C'est anormal. Donc je ne sais pas jusqu'où il est impliqué là-dedans, mais ça ne devrait pas se produire. Voilà. Il me demande à propos de ce que je pense de Gigal. De Gigal, Antoine Gigal, oui. Oui, Antoine Gigal, c'est elle qui a eu une remarque. Je n'ai pas vu l'émission, mais on Oui. m'a fait la relation qu'elle dit, mais Grimaud, c'est pas un égyptologue, c'est un mathématicien. Mais Gigal, c'est rien, elle n'est pas égyptologue. C'est une femme qui est l'épouse d'un diplomate égyptien qui nous a littéralement prié pour qu'elle rentre dans notre film. Et on a dit non, c'est 100% New Age, il n'y a rien dedans. Tout ce qu'elle a montré, très curieusement, c'est ce qu'on a montré nous dans le film. Elle ne connaissait pas les sites qu'on a montrés dans le film apparemment. Là, elle me parlait de l'île d'Éléphantine, l'île aux serpents, etc. Alors que moi, je lui disais, au nord de la Grande Pyramide et au sud, il y a des choses passionnantes. Alors, pour me justifier, on les montrera dans les opus suivants. Voilà. D'accord. Voilà. Elle nous a parlé de rivières souterraines aussi. Mais tout le monde sait en Égypte qu'il y a des souterrains partout et de l'eau partout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a même des problèmes écologiques avec l'installation qui est une sottise et une bonne chose à la fois, c'est les barrages d'Aswan, qui sont deux parallèles comme ça. C'est à la fois une bêtise écologique monumentale, mais ça a permis de faire que l'Égypte rentre dans le monde moderne sans trop de peine. Bon, je pourrais faire des critiques sur ça aussi. Hein. La guerre entre l'Égypte et Israël s'est arrêtée à cause des barrages aussi. On casse un barrage, l'Égypte est... l'Égypte est envahie, on est d'accord. Voilà. Donc militairement, si on comptait sur la troupe égyptienne pour aller envahir, mais il ne s'agit pas de ça en réalité, il s'agit du fait que c'est un héritage pour l'humanité. Ça n'intéresse pas l'Égypte ou ceci ou cela, c'est pour l'humanité entière. Donc j'espère que ces idées prendront corps tôt ou tard. C'est-à-dire que l'Égypte, est-ce qu'on peut la voir comme une civilisation qui a réussi à intégrer, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, qu'il y a un espèce j'ai presque envie de dire, un espèce de mondialisme avant l'heure dans lequel on retrouvait un peu, en fait, tout le monde. Alors, mon sentiment est celui-ci. Il y a eu une période cataclysmique bien, recouverte par nos historiens, parce que pour eux, l'idéologie est celle-ci. Et on va aller dans les fondements de la situation. Pourquoi je dis que l'histoire est falsifiée? C'est parce qu'en réalité, on a affaire à des idéologues. Ils disent la Bible, c'est des stupidités, etc. Je veux bien admettre ça. Il faut d'abord qu'ils le démontrent. Mais cette idéologie, c'est une idéologie dominatrice, politisée, obscure, etc., ou plus exactement même obscurantiste, et qui a tendance à faire croire que le progrès c'est pour demain. Et surtout là où c'est tordu, c'est qu'ils disent, ils parlent de progrès, mais pas de progrès de l'homme, de progrès des machines, de la rentabilité, etc. En réalité, on est transformé en esclaves avec des sucettes et des hochets. Voilà la vérité pour moi, pour simplifier. Et donc, on nous raconte des belles histoires, point. C'est ça, c'est cette mentalité-là. Ceux qui veulent savoir le vrai, ils vont se servir de cela pour assujettir d'autres. Et moi, ça ne me plaît pas, ça. Ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, on me rencontre là où on veut. Si on veut engager un combat, que ce soit dialectique ou physique, ça ne me fait aucun problème. Ce que je veux, c'est que les choses soient claires. Il y a lieu de discuter ces choses-là. Je sais pourquoi cette chose-là passera, c'est que, il me semble, de tout ce que j'ai lu et tout ce qui circule, qu'il est très peu probable que d'autres personnes que moi sachent ce que je sais. Maintenant, si on veut... voilà. C'est-à-dire qu'il y a personne sur... Il y a bien... Apparemment, pendant tous ces siècles, personne n'a trouvé la clé. Personne n'a trouvé, mais toi-même, tu as dû hériter, ou c'est quoi? C'est par Alors, déduction que je l'ai t'arrives à déjà ça, dit, j'ai hérité de la mentalité des anciens. C'est ça la différence fondamentale. C'est ce que j'essaye de dire. On ne peut pas rentrer pleinement dans ce film et le comprendre dans tous ces tiroirs et toutes ces perspectives sans cette mentalité. Et j'essaye de la développer par petits points, etc. etc. Pardonne-moi, je lis quelqu'un qui me parle de Guy-Claude Mouny. Oui, Guy-Claude Mouny, ouais. Alors, Guy-Claude Mouny, c'est un monsieur qui était colonel dans l'armée française et affecté au renseignement. Ouais. Il se trouve que moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là, et qu'on s'est rencontrés et que je lui ai livré des choses avec un contrat militaire, c'est-à-dire honneur, loyauté.
Je lui ai dit, moi je vais te donner tout ce que tu as besoin de faire savoir. C'était normal, un amoureux de l'Égypte. Mais quand je dirai stop, ce sera stop. Il a respecté cela. Ce qui fait que tout le monde peut le vérifier. Et moi, de toute façon, j'en donnerai les preuves. Hein. Si on m'embête là-dessus, je balance à un moment donné que je choisirai. Voilà. Il a respecté son engagement et quelqu'un qui voudrait critiquer ma position se trouverait embarrassé. Il se trouve que Guy-Claude Mouny et Guy Gruet, d'ailleurs, qui n'a jamais été, lui, averti de mon existence, ont travaillé jusqu'au moment où j'ai arrêté de donner des choses et ils se sont vus acculés à une séparation et à changer de sujet. Voilà. Donc la preuve est facile à administrer, mais il y en a d'autres factuels que je montrerai. Il y a par exemple un monsieur Didier Coyac qui me prend un parti, oui, auquel je réponds sans... Voilà, j'ai pas de... Comment dire de... C'est pas quelqu'un qui me... J'ai pas envie de lui faire du mal. Je lui ai dit qu'il ne sait pas les choses. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Voilà, il travaillait pour les services de renseignement, c'est-à-dire c'était quoi? C'était une façon de donner des informations? Non. C'est très compliqué le renseignement militaire. Hein. C'est un truc, voilà, il n'est pas prévu d'en parler. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Et de toute façon, vous trouverez personne c'est la grande muette. Voilà. Mais dans ce domaine, il y a aller chercher l'information et la traiter. Lui, il était dans le traitement de l'information, donc il avait accès plus ou moins à certaines choses, etc. Et surtout, il était habitué à une notion importante que moi j'ai respectée pendant quasiment 40 ans, avant de parler, c'est le secret. C'est-à-dire que si on a entre militaires une demande particulière, pour des raisons particulières, c'est un contrat de gré à gré. Ah, toi, tu étais militaire aussi? Moi, oui. Et donc, ces choses-là, sont claires et entendues. Jamais quelqu'un qui est un vrai militaire ne trahira sa parole, même au prix de sa vie. Donc, les choses sont claires, nettes. Maintenant qu'on se moque de ce que je dis, c'est pas mon problème, c'est celui de... Voilà, je lis parce que je veux rendre service aux personnes qui questionnent. Que pense l'invité de René Guénon? Non, pas du tout, la mentalité des anciens. Trop drôle, ce monsieur est le seul à détenir le savoir. Il va finir par être enlevé par la CIA. Non, la CIA a trop peur des retombées que cela occasionnerait. Que pensez-vous de l'hermétisme? Alors je veux bien, parce que c'est intéressant. Ouais. L'hermétisme, c'est justement cette mentalité particulière que j'ai donnée à comprendre à Guy-Claude Mouny en disant « tu parles sans parler, tu montres sans montrer, voilà, c'est ça, voilà, et tu caches sans cacher ». Voilà, c'est ça l'hermétisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à cela que Guy-Claude n'a pas donné, mais moi que je donne, ce qui montre que je suis le premier à faire cette... Les anciens, quels qu'ils soient, et on les reconnaît à cela, ils ne font que signifier, ils ne disent pas les choses, et pour cela, c'est parce qu'ils prennent modèle sur la divinité créatrice elle-même. Pour eux, il n'y a pas lieu de signer ce qu'ils font, parce que Dieu créateur, dans leur mentalité, ne signe rien. On le comprend, on comprend sa présence parce que c'est beau, c'est généreux, c'est ingénieux, c'est subtil, etc. Voilà, pour eux c'est ça leur chose. Ils ne disent pas les choses, ils les signifient. Ainsi, quand on dit tel hiéroglyphe veut dire ceci, c'est comme les bouquins là, sur le symbolisme, et René Guénon entre autres, il dit ça veut dire ça. C'est un délire, ça dépend du contexte. Mais ceux qui ont donné cette traduction avec, encore une fois, la connexion grecque, ils se sont plantés, c'est passé. Pour la raison suivante que la mentalité grecque, qui est une mentalité de pragmatique immédiat, de matérialiste, est coincée par leur vision religieuse extrêmement étroite. Je rappelle quand même que Socrate a dû boire de la ciguë parce qu'on le trouvait incompatible avec la mentalité grecque. C'est normal, il avait une mentalité d'hermétiste. La preuve, elle est donnée directement dans le texte de Platon, où Socrate dit « pour ma mort, sacrifiez un coq ». Or, un coq, c'est l'emblème même de l'intelligence volatile, de la chose... remarquez bien pourquoi je dis ça, il faut connaître la nature. Un coq, c'est un oiseau qui a des ailes et tout, mais il ne vole pas. Il faut le jeter en l'air pour qu'il fasse quelques battements d'air et qu'il se pose. Ça a une raison d'être, c'est que on comparait le coq à l'homme qui est d'un orgueil démesuré, incandescent, terrible, qui a des ailes, mais ne s'en sert pas. La vie spirituelle chez les anciens était figurée par les ailes. Ainsi, sur les écrits, si je puis dire, muraux des Égyptiens, l'âme est figurée par un oiseau à tête humaine, parce qu'elle est volatile. Maintenant, de nos jours, l'âme, on dit ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas l'âme sous le microscope, on ne la pèse pas, etc. Est-ce que
Moi, je ne sais pas, mais il y a des tas de choses comme ça. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, le cerveau de Jean-Pierre Adam. Hein. Donc, voilà, il y a des choses que par induction on peut admettre, à titre d'hypothèse, etc. On continue là-dessus. Ah ouais, alors on me dit, quel est le rôle de Balblus dans la diffusion des concepts religieux égyptiens durant l'Antiquité? Aucune espèce d'importance, c'est beaucoup trop récent. D'accord. Il est évident que la sous-culture égyptienne de l'époque n'a pas pu être à l'origine de la construction des pyramides. Mais alors, d'où ça vient? Alors justement, j'ai dit de manière allusive dans le film que, enfin, j'ai montré et démontré, me semble-t-il, que le site des Gizeh est central, mais qu'il renvoie à la totalité de la planète grâce au suivi Oui. de l'équateur penché. Alors ça, j'ai déjà vu remis en cause. Ah mais Alors, ça, c'est aucun ça, problème. c'est- Alors quelle est la remise en cause brièvement bah, que je massacre alors, le- ce que j'ai vu, c'est une démonstration qui disait que, en fait, quand on traçait, alors malheureusement, moi, bon, j'ai pas de globe terrestre, j'ai pas pu faire l'expérience moi-même pour. Bah, t'as une orange là. Ouais. C'est le brouillé. Mais en mettant en fait cet axe-là, Oui. on ne tomberait pas en fait comme ça indiqué. Alors ça, c'est n'importe quoi. J'ai déjà dit sur des antennes, en vidéo, en audio, etc., qu'il y avait une largeur. Moi, au début, j'ai appelé ça le tapis rouge. Hein. Donc c'est clair, un tapis, ça a une largeur. Et pourquoi ça ne tombe pas absolument? Parce que c'est destiné à indiquer les périodes réelles où ces choses ont été implantées. Parce que, en termes d'astronomie, la Terre se balance constamment du fait de la rotation de la Lune, dont le pouvoir d'attraction fait que le bourrelet qui entoure la Terre à l'équateur est attiré par la Lune. Donc la Terre se dandine en fonction de la rotation lunaire. Et elle se dandine de manière réglée, rythmée. C'est un cycle de 18 ans et quelques mois, pratiquement 19, qu'on appelle le cycle de Méton. Donc la Terre se dandinant, fatalement comme les données géodésiques, hein, il s'agit bien de géodésique, c'est-à-dire un trait dans l'espace, sont prises à partir de données spatiales pour nous indiquer que ça vient du ciel, entre autres, bah, c'est normal, puisque la Terre passe son temps à se dandiner, que la ligne en réalité soit sinusoïde. Mais moi, je l'ai cadré dans une... Et de toute façon, ce n'est pas moi qui demande ça, c'est le chandelier de Paracas, cette espèce de géoglyphe géant qui montre une voie principale et deux. Pourquoi? Parce que quand on a une sinusoïde, il y a une voie médiane et deux voies extrêmes, c'est tout. On a exactement la même chose pour ce qu'on appelle le méridien de Paris, qui passe à Saint-Sulpice, mais qui passe également au Jardin du Luxembourg. C'est pour la raison que ce sont des coordonnées spatiales. Donc, ça tient compte de la dérive de la Terre par rapport à la Lune, ou l'inverse d'ailleurs, ça dépend où on se place. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la nutation. Et ça, je le montrerai dans la suite. Mais c'est bien qu'on me fasse remarquer ça. Comme ça oblige à réfléchir à ceci et à cela. Ce n'est pas une critique valable, parce que les gens qui font attention également à l'endroit d'où ils tirent les informations devraient savoir une bonne fois pour toutes que Google Earth, c'est une sphère théorique, et ça n'est pas la Terre. Donc s'ils avaient la moindre idée de ce que ça représente le traitement mathématique d'un géoïde, c'est-à-dire d'une sphère avec un débordement d'environ de 39 à 43 km sur le bourrelet équatorial, ils feraient des calculs, ils s'apercevraient que c'est bougrement précis. D'ailleurs, des personnes l'ont fait et m'ont envoyé leurs résultats en disant « Monsieur Grimaud, colossal travail, à l'époque il n'y avait pas de calculette. » Et oui, c'est un colossal travail, c'est des mois et des mois de boulot. Voilà. Bon. Et dans la solitude à l'époque. Ouais. Maintenant, les critiques, quand ils auront aligné autant de travail que j'en ai aligné, ça va. Hein. Moi, j'ai pratiquement 130 classeurs de 400 pages remplis de notes. Voilà. Donc, quand ça viendra, je montrerai tout ça. Et alors, juste avant, parce qu'on va bientôt faire la petite pause, ouais. Mais est-ce qu'on, parce que ça non plus aussi, c'est pas bien précisé dans le reportage, oui. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont construit, on va dire, ces pyramides, ce qu'on voit au Pérou, ce qu'on voit à l'île de Pâques? La conception est rigoureusement la même. C'est cette identité qui m'a permis d'identifier une humanité planétaire et non pas circonscrite à des pays comme de nos jours. Alors c'est là que s'installe la chose délicate à discuter, c'est que actuellement on confond unification et uniformité. C'est dire à quel point les Illuminati, je pense que ce mot n'est pas, hein, sont tarés. Bon, ça c'est un autre aspect. Maintenant, ces gens-là, nos antérieurs, nos prédécesseurs,
avait résolu des problèmes de manière définitive. Il y a quelqu'un qui demande à ce que je parle d'alchimie, de tout ça, etc. On en parlera après. Alors, voilà, tout à l'heure, j'ouvrirai avec cela, parce que ce sont des sciences, comment dire, cryptées, à coup sûr. C'est normal. Quand on voit le délire des hommes, on se dit ces choses-là qui sont de haut niveau et d'extrême dangerosité, quand on le donne à des gens sans vertu, qu'est-ce que ça peut devenir? Un outil d'assujettissement et d'esclavage permanent pour tout le monde. On voit comment sont utilisés actuellement les moyens. On est dans une grande garderie de débiles et des gens qui décident du haut de leur splendeur ce qui va se dire, ce qui va se faire, ce qui ne va pas. Et tout ça, c'est organisé. Hein. Il suffit de comprendre ce que sont la vie démocraturale, si la démocratie n'existe pas et depuis longtemps, et puis le système du vote. C'est un mensonge entier, complet. Voilà. Bon, ça, on en discutera. On en discutera après. La régie, elle est prête. Alors, voilà. on va aller se prendre on va aller se prendre une petite Merci à notre régisseur, pause. parce qu'il y a trop de reflets pour que j'aperçoive. C'est Stéphane. C'est Stéphane, ouais, voilà. Tu sais ce que ça veut dire, Stéphane, en grec? Stéphanos, le vainqueur, le couronné. Le vainqueur, il ne faut pas trop lui faire des mais je suis infaillible. Bon, à vous, le vainqueur, le couronné. Il aura tout coupé. Ah non, là, on a entendu, je crois. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Jacques Grimaud. Et le même. Qui n'a pas changé. Une nuance près, j'ai mangé du fromage, tu vas souffrir. Donc la révélation des pyramides. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui disent oui, mais qu'est-ce que vous pensez par exemple aussi, c'est vrai, de cette race des géants? Parce que alors, cette théorie des géants qui aurait construit les pyramides, Baalbek au Liban, etc. Voilà. Alors il est clair que la question doit être posée, les géants. Première chose, rappelez que le mot géant et le mot ange sont en relation étymologique. Ça paraît curieux, mais bon. Et ange veut dire messager en grec. Alors, quand je parle des Grecs, il ne faut pas se méprendre. Il y a les Grecs d'après l'Égypte, c'est-à-dire à partir du VIe siècle, les Grecs vont en Égypte, qui les ont aidés militairement, économiquement, etc. Il y avait une forme de déliquescence après des invasions des Orientaux, entre guillemets, notamment... Enfin bon. Mais avant, les Grecs, c'était des alliés des Égyptiens. Mieux que cela, Charles Dupuy, astronome, a étudié la civilisation grecque jusque dans ses fondations, et il écrit, les Grecs, ce sont des Égyptiens émigrés. Voilà. Donc, carrément. Ben voilà. Et apparemment, c'est l'adaptation aux nouveautés du pays, et la différence fondamentale entre les Grecs et les Égyptiens, c'est que les Grecs se sont mis à naviguer sur mer, alors que les Égyptiens sont toujours pratiquement restés, quoi qu'il y ait eu des Égyptiens partout sur la Terre à une époque. Et quand je dis les Égyptiens, ça est à peine correct. Ouais, les Égyptiens, alors, c'est-à-dire qu'ils ils avaient quoi, des technologies pour voyager? Non, je vais prendre ça d'une autre manière. Il faut connaître la langue mère, qui est le français, aussi curieux que cela paraisse, que je démontrerai aisément, mais le moment venu. Essayez de prendre les exemples pour ce qu'ils valent et trouver d'autres liens. Égypte, c'est un mot anagramme de Jipaet. Et le Jipaet, c'est l'aigle d'Égypte, qui n'existe pratiquement plus en Égypte. Mais pourquoi c'est l'aigle? Et pourquoi le mot Égypte? Aegypta, c'est le nom qui a été donné par les Égyptiens eux-mêmes à leur pays, mais avec cette formulation autour d'un aigle. D'abord, on sait que Horus, c'est l'emblème de la lumière, et de la vitesse, et de la force, de la puissance. Voilà. Mais l'aigle, en grec ancien, ça se disait ekle, mais ça n'est pas un aigle. Ekles, c'est ce qui monte, ce qui s'épure, etc. Et ça donnait aquila en latin et éclat en français. On voit que du point de vue sémantique, c'est assez particulier. Mais le Jipaet, c'est l'aigle des Égyptiens, et sa particularité, c'est d'avoir 3 couleurs, qui sont les couleurs de l'écriture qu'on trouve en Égypte et presque partout dans le reste du monde. Le noir, le blanc, le rouge. Couleur alchimique. Exactement. Donc là, déjà, on devrait être averti sur la nature et la manière. C'est kabbalistique. Si je m'abuse, le drapeau de l'Égypte est noir, blanc, rouge avec un aigle. Exactement. On ne dit pas un aigle, on dit un oiseau des couleurs. Non, je plaisante. Tu vois où je veux en venir. Hein. D'accord. Alors, ça veut dire... Alors, ça, on est dans le... Alors, il faut que j'explique pourquoi. D'un côté, nous avons la pyramide de Gizeh, et les autres, ce sont les édifices les plus massifs qui soient. Et de l'autre côté, la langue, c'est la chose la plus volatile qui soit. Mais ces deux-là ont en commun d'être pérennes.
C'est-à-dire une pyramide comme celle dite de Khéops, ça va durer des milliers d'années, voire même des dizaines de milliers d'années. Je n'entrerai pas là-dessus, mais la langue, c'est pareil, les sources même, la structure intime d'une langue, c'est de même ordre, ça va durer des milliers d'années. Voilà. La prononciation va changer, mais le sens, la caractéristique sémantique, elle sera toujours connotée de ses origines. Parce qu'on ne détache pas ça comme ça, hein. C'est le peuple lui-même qui modèle ces choses-là, et la vie. Ça voudrait dire qu'il y aurait donc une espèce de langue originelle que les Égyptiens ont amené à d'autres peuples. Exactement. Quand on voit le mot pyramide, il faut entendre pierre humide. Et la pierre humide, c'est la chose la plus grave, la pierre la plus solide, la plus muette qui soit. L'eau, ça vient par-dessus, c'est toujours en mouvement. Mais dans l'acception à laquelle je fais allusion, il faut entendre que la pierre humide, ça peut être le calcaire. Pourquoi? Parce que le calcaire, c'est une roche, c'est une pierre qui se forme des dépôts des testes des animaux. Donc on peut sous-entendre que c'était une pierre qui est née du vivant, des choses comme ça. Il faut voir cette mentalité très particulière qui fait véhiculer le sens de manière prioritaire partout. Si je considère la pyramide vue de profil, c'est un triangle, ça veut dire que c'est le ternaire. Or ce ternaire-là, on le retrouve partout dans les religions, que ce soit les hindous, que ce soit les esquimaux même. C'est assez étonnant, les esquimaux de l'Alaska, ils ont une fondation religieuse ternaire. Donc ce sont ces choses-là qui ont été, si je puis dire, segmentées par l'histoire, par la géographie, etc., mais qui sont à la source la même chose. C'est cela qu'il faut rechercher, non pas forcer les choses, mais les montrer. Et pourquoi alors, on avait posé la question aussi, pourquoi la franc-maçonnerie a utilisé ce symbole des pyramides à s'en emparer? C'est normal, quand on fait quelque chose qui s'appelle une société secrète ou une société à secret, pour se donner de l'importance, on se trouve des racines extrêmement anciennes, extrêmement variées, et si possible dans les choses invérifiables. La maçonnerie moderne n'a strictement rien à voir avec les corporations de bâtisseurs, strictement rien. À l'inverse, ce sont des destructeurs, c'est pourquoi ils s'appellent francs-maçons. Ils sont ni francs ni maçons, la chose est très claire. Alors, qu'on se rassure, je parle à titre collectif. Il y a des maçonneries pures, c'est-à-dire des maçonneries traditionnelles, dont les personnes qui les constituent sont des gens de haute qualité. Maintenant, se laisser abuser, quand on est de haute qualité, on peut très bien se faire arnaquer, littéralement, parce qu'on dira, dans la maçonnerie, on s'édifie par les symboles, etc. Mais attendez, un symbole, ça n'a rien à voir avec la possibilité de l'être humain d'évoluer, puisqu'un symbole, c'est universel, intemporel, ça n'a pas de sens particulier, ça peut les avoir à hauteur de ce qu'on est capable d'en ressortir. Donc qui va faire la leçon au voisin si lui-même n'est pas capable? On est dans la maçonnerie comme en égyptologie, on travaille sur des choses qui n'ont aucun sens, c'est tout. Maintenant, qu'on se serve socialement de la maçonnerie, c'est autre chose. Et c'est ça que le vrai secret de la maçonnerie, il est là, pas ailleurs. Enfin bon, c'est une opinion là encore. Et pour ce qui est des obélisques qu'on retrouve un peu partout, alors certains parlent du culte ancien de Baal, en disant que ce serait une espèce de religion un peu, une très ancienne religion. Oui, on peut dire ce que l'on veut des religions. D'abord, il y a 4 acceptions classiques, si je puis dire, pour parler de religion. Cicéron dit c'est relié, ça veut dire, en grosso modo, de manière elliptique, faire que les choses d'en haut et d'en bas soient reliées. C'est simplement la proposition hermétique traduite par un latin. Donc ça, c'est la vraie exception. C'est-à-dire que l'hermétiste, son projet, c'est de spiritualiser la matière et de rendre l'esprit et la matière compatibles. Et ça, c'est une manière très très bas de gamme de dire les choses. Il n'y a pas de différence ontologique entre les deux. Ce sont des choses qui sont polarisées, mais grosso modo, c'est la même chose. Et la formule E égale mc carré, c'est la démonstration de cela. C'est-à-dire une énergie peut se transformer en matière et une matière en énergie. Sans rentrer dans le détail, les autres, c'est comme le mot symbole qui a été utilisé tout à l'heure. Un symbole, dans la vraie acception du terme, ça n'est pas un truc qu'on couperait en deux, comme ça, on donnerait une partie à machin, l'autre à truc, et quand ils se retrouvent, ils font ça. La vraie acception, c'est l'acception platonicienne. Il y a au sommet des idées, dans le sens platonicien du terme, c'est-à-dire des archétypes, des choses qui n'ont pas d'antériorité. On ne trouve pas, par exemple, le mot vrai. Qu'est-ce qui va déterminer le mot vrai en amont de ce mot?
Ça peut être la bonté peut-être, mais qui va pouvoir le dire? Donc on est confronté à cette situation où on ne peut aller plus loin dialectiquement que les choses. Mais pourtant ces choses-là existent. Le sentiment par exemple d'injustice qu'éprouve un enfant et même un animal, il vient bien de quelque part. C'est constitutif de la création, oui ou non? Donc il faut en tenir compte. Pour revenir à la chose, le symbole, dans le sens platonicien, c'est ce qui rattache les choses d'en bas aux choses d'en haut. Voilà. Donc la pureté originelle de l'idée avec la copie, pas immonde, mais presque, de la chose en bas. C'est pourquoi il faut tolérer l'injustice, le mensonge, parce que c'est constitutif, c'est l'autre polarité. Donc moi, je ne me bats pas pour ou contre ces choses-là, je les admets, et j'en tiens compte du point de vue à la fois stratégique et j'instrumentalise ces choses pour améliorer autant que possible la situation. Ma manière d'améliorer la situation avec ce film, et grâce au talent de Patrice et à son énergie, sa ténacité, c'est de dire à tout le monde qui voit ce film, vous avez les moyens maintenant de rechercher les choses qu'on ne vous montre pas. Allez-y. Voilà. Après, quand ils verront le deuxième film, ils vont se dire, voilà, c'était la bonne voie, la preuve est là. Alors là, ça va être décapant, c'est à la tronçonneuse. Mais j'ai strictement aucun scrupule parce qu'il y a une date. Ouais. Et moi, il faut que j'avance. Alors, je regarde un petit peu, on me dit que penses-tu du créationnisme? C'est vrai, ça Alors, le problème, c'est pour moi un problème qui n'a pas de raison d'être. D'abord parce que personne ne pourra jamais démontrer qu'il y a créationnisme ou non. Pour moi, il y a un petit peu d'évolution à la source, à l'origine. On est obligé de dire qu'il y a créationnisme. Par exemple, quelqu'un, en termes de philosophie, on va prendre Emmanuel Kant. C'est un type absolument infect, mais bon, ça c'est une opinion. Mais en tant que philosophe, il a montré des voies intéressantes. Que la raison n'est pas la chose unique pour trouver le vrai, déjà, c'est pas mal, à mon avis. Et surtout, il a emprunté à Leibniz la chose suivante. Leibniz disait, grosso modo, on parle de Dieu sans savoir, mais il y a un moyen de savoir. Le voilà, c'est que tout possède une origine, dans le temps et dans l'espace. Cette origine, on va l'appeler Dieu. Ça marche, ça? C'est acceptable, du point de vue logique. Et il dit également, et c'est surtout là que ça commence à coincer pour les intellos de toute espèce qui nient cette chose-là, il dit, l'univers pourrait ne pas être, pourtant il est. C'est cela qu'on va appeler Dieu. Donc il est très prudent et il s'exprime comme le matheux de base. Curieusement, ce matheux de base, c'est celui qui a construit les pyramides. C'est-à-dire, c'est exactement la même pensée. Les anaglyphes, c'est la modalité utilisée par les savants anciens. Je ne dirais pas les Égyptiens, puisqu'on les trouve dans le monde entier. Mais c'est une formulation qui est très particulière, on dirait des mathématiques, mais avec des mots. Ainsi, et j'ai déjà donné cet exemple, les anciens, à peu près partout, mais surtout en Égypte, ils disent « Connaissance et amour sont tout, connaissance sans amour n'est rien ». Ça rejoint Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est des choses comme ça. Et ça, c'est partout et tout le temps vrai. Donc c'est ça la manière anaglyphique. Le problème, c'est que pour lire ça, il faudrait quasiment faire une école. Et non pas une école qui dit « ça, c'est ça », mais une école où on développe l'intuition du vrai. Et ça, c'est une autre affaire. Parce que ça dépend essentiellement de l'éducation des gens. Moi, par exemple, j'ai été, pendant de nombreuses années à travailler dans les écoles. Eh bien, j'expliquais, la situation est celle-ci. On appelle éducation nationale quelque chose qui devrait s'appeler toujours, comme avant, instruction publique. Instruction publique. On ne peut pas instruire quelqu'un qui n'est pas éduqué. C'est comme mettre de l'eau. L'éducation, c'est le verre, le contenu, c'est l'instruction. Voilà. Moi, j'ai eu le privilège d'être, en quelque sorte, éduqué par mon grand-père, parce que ma mère était avec 3 enfants sans père, etc., avec de très petits moyens. Hein. Pour dire le vrai, nous, on était dans une maison qui n'avait pas de sol en carrelage ni en bois. C'était de la terre battue avec une seule et unique ampoule quelques années après, quand la famille s'est constituée, et l'eau qui venait du dehors sur une plaque en terre et tout ça. Vraiment la vie, le bas de gamme et tout ça. Et donc ces choses-là, ça n'empêche pas qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. C'est la qualité de l'éducation et par conséquent de l'instruction qui va s'en suivre potentiellement qui importe. Voilà, c'est ça la chose importante. Et mon grand-père, à une époque, il faisait voyager dans son camion mon frère aîné et mon frère Benjamin
et moi pas. Et un jour, je lui ai demandé, papy, pourquoi moi je ne voyage pas? Pour toi, j'ai d'autres voyages. À partir de ce moment-là, il m'a enseigné et éduqué à cette mentalité qu'on retrouve chez les paysans nobles, en quelque sorte. Les vrais paysans, ceux qui savent que la terre leur parle, etc. Ce qui n'est pas fréquent encore, mais ça existe. Et c'est cette pensée-là, par conséquent, qui a fait la différence fondamentale entre mes frères et moi, bien qu'on soit toujours très frères et tout ça, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Mais on ne pense pas exactement de la même manière. J'aurais tendance à dire qu'il me pardonne que mon frère aîné est un dogmatique et mon frère Benjamin un théoricien. Alors que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me positionne comme un idéaliste pragmatique. C'est-à-dire j'essaie de faire rentrer les choses d'en haut vers le bas et les restituer. Voilà. Et ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. C'est intéressant. Alors on avait dit qu'on parlerait effectivement, c'est vrai, un petit peu plus d'alchimie, parce que l'alchimie, alors je t'ai déjà entendu en parler, tu parles d'un lien très particulier entre la langue française et la langue égyptienne. Est-ce que tu peux Pas seulement, avec la langue d'origine, d'où émane la langue des Égyptiens. D'accord. Voilà. Donc il y aurait une langue primitive. Il faut s'entendre. Voilà. Par exemple, on va en Angleterre, on parle de gypsies, ce sont des cartomanciens, des voyants, etc. Et justement, la prêtrise en Égypte, il y a longtemps, était de cette espèce. C'était des gens qui étaient extrêmement bien instruits, et en plus, ils avaient des dons psychiques. Mais ces dons, ils les développaient parce qu'ils avaient une manière de vivre qui n'est pas celle du tout que l'on a suivie et que l'on suit. Par exemple, on voit, moi je me suis intéressé à la médecine très tôt, parce que j'aurais souhaité faire médecin après avoir été embarqué dans l'hypothèse que je serais... Bon, et ben je me suis vite aperçu qu'on parlait plus de maladie que de santé. Ça m'a horrifié. Voilà. Mon grand-père m'a expliqué comment les anciens voyaient les choses. Déjà, le mot la médecine, l'expression la médecine, c'est en même temps de l'hébreu et du français. En effet, la 12e lettre de l'alphabet hébreu, qui vaut pour la lettre L chez nous, c'est Lamed. Ça se dit Lamed et ça se dit rechercher. Et quand on voit la lettre Lamed, en réalité, sa forme, c'est celle d'un serpent, qu'on retrouve en tant qu'emblème de la médecine. Mais un serpent, on sait que si on utilise par exemple le venin d'un serpent qui a des crochets et tout le bazar, à telle dose, c'est un poison fatal, et à telle dose, c'est un remède incroyablement puissant. Donc c'est bien cela là-dessus qu'il souhaite, c'est la même chose que le symbole. La réalité, c'est que le symbole est une chose et son contraire. De ce point de vue-là, Guénon, 0 pointé. Et donc, et Chine, c'est une lettre qui vaut pour notre lettre S. Alors L, ça veut dire l'ordre. Ça, c'est la lettre emblème de l'ordre dans les anciennes. C'est une équerre tout bêtement. Et S, c'est une lettre qui est née de la scission d'un cercle, comme ça, qui s'est séparé, collé comme ça, et qui s'est mis en mouvement. Ça définit l'incarnation dans toutes ses formes, c'est-à-dire c'est la mise en mouvement à la surface du sensible, du visible. Et donc, Lamed Shin, c'est deux consonnes, une qui définit l'ordre dans la manifestation. Et la médecine, c'est l'ordre dans la manifestation du vivant. C'est cela qui est... Voilà. Mais en même temps, dans la médecine, c'est la médiumité, on pourrait dire cela comme ça en français contemporain, c'est-à-dire la chose intermédiaire. Parce que c'est intermédiaire entre l'inerte et le transcendant. Donc on voit que rien que dans un mot comme ça, on a des acceptions qui viennent de différents domaines culturels séparés. Maintenant, mais à l'origine, non, ça n'était pas séparé. On a d'autres, mais je ne vais pas... voilà. Simplement, on verra que le serpent est l'emblème aussi bien du temps, du mouvement, de la vie, etc. etc. Et quand je dis du temps, c'est que l'anagramme du mot serpent, c'est présent. Il va bien falloir s'occuper de cette espèce de chimie des mots. Tôt ou tard, parce que ça a été construit comme ça. Étant donné que les lettres ont une valeur emblématique et numérique, il faut mettre cela en œuvre pour bien comprendre. Je vais donner un exemple religieux, entre guillemets, pour les gens qui s'occupent de Bible. Vous prenez le mot Dieu, D-I-E-U. D'abord, il y a du grec dedans. EU, ça veut dire ce qui est de plus haut, de supérieur, de meilleur, etc. Par exemple, dans Eugène, ça veut dire né d'en haut. Maintenant, di, ça veut dire double, ou qui se divise par deux. Donc ça sous-entend qu'il y a un monde intelligible et un monde sensible. On note également qu'il y a une consonne et 3 voyelles. Le mot astro, il dit as 1, tro 3.
Donc on voit que ces choses sont coordonnées par du sens. Maintenant, on va faire ce jeu bizarre qui va désigner le peuple hébreu comme ayant une charge religieuse importante. On prend le D qui est au début de Dieu, on le passe à la fin. Et on lit Yehoud. Et on s'aperçoit que Yehoud, qui définissait, comment dire, non pas les juifs mais les judéens, c'est une charge religieuse qui est portée directement dans le nom Dieu. Le fait est, c'est qu'eux-mêmes, actuels juifs, ne le savent pas. Et il y a une quantité invraisemblable de ce genre de choses qui se lisent directement dans la Bible. Si j'avais un papier, je vous écrirais le mot kasher en hébreu. Kof, maintenant vous le savez, Shin et la lettre qui vaut pour R. Vous le lisez en inversant la vision, ça fait C, Kof, pour K, Cher, la lettre S, mais sauf que c'est dessiné différemment, et la lettre R. Donc c'est une forme de lecture directe. On pourrait multiplier les exemples. Là, j'ai pas de papier, donc ça tombe un peu à plat. Mais les exemples sont lisibles, non seulement en hébreu, mais en chinois, en arabe. Ah ouais. Mais oui, et c'est ça qui va être intéressant, c'est quand j'en serai amené à avoir assez de temps pour me consacrer à cela, pour l'un des opus qui va venir, je serai capable de donner en français des acceptions acceptables dans pratiquement toutes les langues de la Terre. Mais ce qu'il faut, c'est que je choisisse les bons exemples. C'est long. Alors ça veut dire que donc Je vais donner un autre exemple directement. Les Anglais, on va me dire, ils disent God pour Dieu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dog et qu'il faut lire? Bah oui, parce que Hermanubis, c'est l'une des images données à Thoth, à Djeroty-Thoth en Égypte. Et Hermanubis, il est représenté Thoth comme un chien. Maintenant, il faut savoir pour quelle raison. Voilà. En plus, c'est quand même le mot to go avec la lettre D. C'est passer une porte, ça veut dire en ancien anglais. Donc c'est des choses qui ont du sens. Dougo, ah oui. Oui, dog, c'est passer une porte en ancien anglais. Donc il faut bien se remettre dans le contexte et savoir si ces choses ont de la valeur, oui ou non. Je donne très peu d'exemples parce qu'il vaudrait mieux un tableau, comme je donne des cours dans ce domaine et que j'édite des livrets, si ça vous intéresse. Vous voyez, avec la Nouvelle Atlantide Association, vous mettez ça sur votre barre de recherche, la Nouvelle Atlantide Association, vous trouverez l'année qui vient les vidéos des cours et des conférences et les livrets. Alors, pour dire la chose, en 3 ans, j'ai rédigé et mis en forme plus de 70 livrets de 60 pages. Voilà. Ah ouais, quand même. Alors, et c'est pas du délayé, hein, c'est vraiment du concret, etc. Le mieux, c'est que vous faites un essai. Vous vous en offrez un pour Noël, par exemple, ou pour Pâques, pour les lambins. Vous lisez et vous, voilà, là, la matière. Alors tu m'as dit tout à l'heure que des gens étaient intéressés par la corrélation entre le Coran, les géants et la construction des pyramides. Ouais. Alors il faut être réaliste. Djinns, voilà, les fameux djinns. Les djinns, c'est le Lévis, hein. Bon d'accord. Donc il faut être clair. Lorsqu'on veut rentrer dans la grande pyramide, il y a 2 entrées. Celle dite d'Al-Mamoun, qui était calife. Qui était le fameux calife voilà, c'est ça. Musulman qui a fait... nous, le Gollum, c'est le calife qui veut être le calife à la place du calife. Bon, peu importe, mais on entre si on a une taille humaine ou inférieure. Un géant, il ne peut pas rentrer là-dedans. Dans la vraie entrée, c'est encore pire, c'est 1,17 m de haut sur 1,4 m de large. Aucun géant ne peut rentrer là-dedans. Donc, exit les géants. En revanche, les nains, bonjour, tout ça. Mais on se retrouve confronté à un problème. On arrive à la grande galerie, c'est 8,50 m de haut sur plus de 2 mètres de large. À quoi ça sert sinon à passer d'un endroit à un autre, cette galerie? Il va falloir trouver à quoi ça correspond. Alors j'ai dit très clairement, ce qu'a proposé Jean-Pierre Houdin, ça tombera à plat et je le démontrerai. Voilà. Maintenant qu'on me traite de manière agressive parce que je dis ça de but en blanc, on attendra d'ici là. Le temps passe. Oui, Jean-Pierre Houdin qui a donné son explication. Qui est assez agressif, hein, cet homme-là. Oui. Pour ne pas dire à la limite du vulgaire. Mais bon, c'est lui que ça concerne, pas moi. Hein. Moi, par exemple, je réponds au niveau de vulgarité que l'on met dans des attaques. Et je n'ai pas peur. Je suis comme Rabelais. Moi, j'utilise la langue française dans ce qu'elle a d'utile. Voilà. Question votre... Alors, autre question. Oui. On a souvent parlé du lien aussi entre le plateau de Gizeh construit. Alors ça aussi c'est quelque chose d'ailleurs que tu nous fais remarquer dans le reportage qui est très peu su et qui a très peu été traité, c'est le plateau sur lequel sont construites les pyramides elles-mêmes et qui a été apparemment coulé. Alors voilà. Simplement cette grande pyramide qui est l'objet des attentions de tous, c'est une construction très spéciale qui se démarque très fondamentalement de toutes les autres. D'abord, on l'a filmé, mais personne ne sait qu'on l'a filmé à part moi,
4 endroits de la pyramide qui ont été marqués par les Anglais au XIXe siècle comme étant les angles, les pointes de cette pyramide. Et il se trouve qu'ils n'ont fait aucune remarque sur la pierre qui accueille ces angles-là, qui est une pierre faite pour clipper les pierres. C'est étonnant, c'est une pierre en relief, et on voit que les pierres d'angle étaient non pas horizontalement placées, mais incurvées de manière à être clippées. Donc on avait bien défini du point de vue architectural dès l'origine ces endroits-là. Première chose. Deuxième chose, probablement pour que cette pyramide ne bouge pas sur la Terre au moment des tremblements de terre. Pour donner un exemple, en 1301, il y a eu un tremblement de terre en Égypte qui a rasé la ville du Caire, gratis. Enfin, je plaisante, mais bon, c'est-à-dire que bon, les carottes sont cuites. De pire en pire. Bon, j'en vois un qui s'inquiète là-bas, il dit il faut arrêter, il faut arrêter. Donc, un tremblement de terre comme ça, quelle qu'en soit l'importance, il va faire bouger, mais la pyramide va suivre puisqu'elle est clippée sur une colline qui fait à peu près 7,80 m de haut et qui est vraiment du calcaire massif. Donc c'est cela, à mon avis, qui a nécessité un clippage externe et interne. C'est-à-dire qu'on a par tout moyen essayé de soustraire cette grande pyramide à l'activité sismique qui est considérable dans cet endroit. Il y a bien une raison à cela. La raison, très probablement, c'est pour qu'elle conserve ses dimensions et que par déduction, on puisse savoir qu'on est en train de nous faire un message mathématique. Là, il y a un problème important, et j'ai dit, lorsque j'étais ici maintenant, que je serais obligé de présenter tôt ou tard une réforme mathématique. Les axiomes sont pour la plupart douteux, je l'expliquerai, dans un langage aussi direct et immédiat, c'est-à-dire accessible pour tous. Je vais donner un exemple stupide mais bien clair. On appelle le nombre irrationnel tous les nombres qui n'ont pas de fin en réalité, pour parler clair. C'est-à-dire virgule, machin, jusqu'à l'infinité. Un mathématicien, quand je lui présente mes calculs de proportion sur la grande pyramide, il me dit mais ça n'a aucune valeur parce que ça n'a aucune précision. D'abord, je lui rappellerai que les nombres irrationnels qui tombent tous en congruence dans la grande pyramide, ils n'ont pas de fin. Donc personne ne sait si c'est juste ou injuste comme résultat, mais surtout que il ne faut pas se leurrer. Les gens qui ont fait ces choses-là, ce sont des pragmatiques. Ils vont aller voir ces savants à ma place, ils vont leur dire « machin, tu nous trouves un cercle, un vrai cercle dans le monde incarné, et là on écoutera ce que tu vas dire. » Il n'y en a pas. À part quand on jette une pierre dans l'eau, doucement, ça c'est un vrai cercle. Parce qu'il n'y a pas un moment où il commence, comme nous on fait avec le compas. Et en réalité, on fait une spirale dans le temps, mine de rien. Et ben voilà, la chose est réglée. Si on parle de précision, il faut savoir quand même que l'édifice en question, 31 siècles avant notre ère, avec l'érosion seulement éolienne, avec le sable, il a diminué, il a été usé. C'est pourquoi moi j'ai pris mes dimensionnements, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où le granit était tranquille. Là, il n'y a pas de variation de température dans la grande pyramide. Il peut faire 50 degrés dehors, ça ne changera pas, il fera 29,6 dedans. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de voir les choses ainsi. On ne recherchait pas une précision absolue, c'est un délire. On se borne à quelques chiffres après la virgule, quoique on verra dans les films suivants qu'il y a des chiffres qui sont très massifs après la virgule. Et donc on va être obligé d'admettre que les constantes sont là, celles que j'ai décrites, celles dont j'ai montré que pi moins phi carré, nombre d'or au carré, égale coudée. Et pi divisé par 6 coudées, c'est la bonne mesure, ou multiplié par 5, c'est la bonne mesure. Mais il y en a d'autres de ces constantes qui sont associées. Et là, basta. Terminé, la chose est entendue. Dès lors qu'on a 3 constantes qui sont complémentaires, qui sont concaténées et tout ça, et qui donnent des résultats en termes de constantes exprimées en mètres ou en coudées, des volumes exprimés en mètres, en coudées, en constantes aussi, là, il n'y a rien à dire. Et quand on va retrouver, par exemple, le géoglyphe dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la baie de Paracas, qui s'exprime en mètres et en coudées, là, on va être obligé d'admettre que ce que j'ai dit est vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Grande Pyramide qui l'explique avec ces termes. Le fait est, c'est que tout le monde n'est pas habitué à la mathématique, c'est-à-dire l'intuition mathématique. C'est une chose rare. Et c'est pourquoi j'ai rencontré des matheux, je leur expliquais le truc, ils disaient « je comprends rien ». Bon, ben tant pis, machin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme la musique. Le type, il déchiffre sa partition, il joue, on entend les barres de mesure, c'est pas ça la musique. C'est une forme de liberté supplémentaire qui n'est pas inscriptible parce que c'est trop subtil. Voilà. S'il ne voit pas cette subtilité ou qu'il est enfermé dans un dogmatisme
une formalisation des mathématiques, à coup sûr, ça le gênera. On a l'exemple quand même sur le web, de Webb justement, qui est prof de maths dans une école de l'Est de la France. Et ses élèves, autant que je me souvienne, lui avaient demandé de voir ce film parce que il fallait vérifier ça. Il l'a fait, il a trouvé les mêmes résultats. On aurait pu, puisqu'il y a énormément de méthodes différentes pour obtenir des résultats, moi j'aurais pu le démontrer, tableau, craie et tout ça, et c'est parti. Mais il y a intérêt à suivre, parce que là, il faut vraiment s'accrocher. Toutes les modalités des mathématiques sont collées à la Grande Pyramide. C'est pas seulement ceci ou cela tel qu'on l'enseigne dans les écoles, il faut vraiment avoir ce sens-là. Et tout le monde le possède.